Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Les organismes de la province, les organismes communautaires sont en moyen de pression depuis ce lundi. Les organismes du Haut-Richelieu ne font pas exception à ce mouvement. Près d'une centaine, donc, font pression actuellement auprès du gouvernement. Ça va culminer par une grande manifestation à Québec le 2 avril, mais il y aura aussi une manifestation à Saint-Jean-sur-Richelieu. On aura l'occasion d'en parler. Je reçois pour nous en parler justement la porte-parole du comité des organismes du Haut-Richelieu, Mme Amélie Grenier. Mme Grenier, bonjour. Bonjour. Peut-être nous expliquer un peu pourquoi les organismes communautaires du Québec y vont de moyens de pression. Dans le fond, il y a 3 revendications importantes de ces moyens de pression-là. La première, c'était d'avoir un financement davantage à la mission et non par projet. La deuxième, c'était que les organismes communautaires soient reconnus à leur juste valeur. Et la troisième, c'était l'amélioration des conditions de travail des travailleurs du communautaire. Bon. Peut-être nous expliquer un peu dans le quotidien, là, Oui. actuellement, comment les organismes réussissent à se débrouiller avec le financement qu'on a actuellement et qui vous amène donc à ces moyens de pression. Actuellement, je vous dirais que c'est vraiment du cas par cas. Il y a des gens qui ont malheureusement dû couper dans les services qui étaient offerts à la population, donc qui ont laissé partir des employeurs, des travailleurs. Il y a des gens qui ont dû se fier davantage sur des bénévoles. On a coupé des heures de service. Donc, on est obligé de restructurer un petit peu là, ce qu'on est capable d'offrir, justement parce que malheureusement, le financement ne peut pas suivre ce qu'on aimerait offrir. Et si je ne me trompe pas, c'est la première fois, je pense, là, qu'on a un tel mouvement, un tel regroupement d'organismes communautaires pour dénoncer les conditions actuelles. Oui, dans le fond, il y a déjà un mouvement qui avait été commencé à l'automne 2025 à Shawinigan par les groupes de base qui avaient commencé là, le mouvement du communautaire à bout. Ça avait été quand même assez concluant à ce moment-là. Ça avait pas été, ils n'ont pas eu tout ce qu'ils demandaient, ce qu'ils avaient demandé, mais ça a été assez concluant pour pouvoir propager le mouvement national. Bon. J'en parlais en début d'entrevue, donc il y a près d'une centaine d'organismes donc, qui participent à ce mouvement-là. Est-ce que ça a été difficile de convaincre les organismes de participer, en fait, parce qu'il y en a même qui vont carrément fermer leurs portes durant les 10 prochains jours? Oui. En fait, oui. Ça a été, il y en a qui ont été difficiles à convaincre parce que c'est sûr qu'il y a des services qui sont un peu plus essentiels. Chaque organisme a le loisir, de toute façon, de gérer comme il veut. Là. Il y a des services essentiels, justement, comme les maisons d'hébergement, évidemment, qui ne fermeront pas. Il y a des organismes, oui, que ça a été plus dur à convaincre parce que, veux pas, les bailleurs de fonds n'autorisent pas forcément là, à prendre position. Mais je vous dirais que d'emblée, dans l'ensemble, ça a été quand même assez facile à rejoindre. Donc, on est à près d'une centaine. Donc, oui. On peut dire quand même que l'appui à ce mouvement-là est quand même important. Oui. Donc, je disais qu'il y a des organismes qui vont fermer leurs portes, mais il y a différents moyens de pression que les organismes vont prendre pour les 10 prochains jours. Là. Oui. Donc, admettons, ceux qui ne peuvent pas fermer complètement leurs portes vont réduire leurs services. Donc, s'en tenir vraiment à ce qui est essentiel, comme, mettons, le dépannage alimentaire. Il y en a qui ont trouvé des manières là, différentes de donner le service, comme, mettons, sortir les denrées à l'extérieur pour pas que les gens aient accès au centre. Donc, oui, il y a une manière de structurer quand même pour que chaque organisme là, puisse quand même soutenir le mouvement sans être obligé de fermer concret. Il y a quand même eu une annonce dans le budget pour financer les organismes communautaires. Mais l'exemple qu'on nous a donné, c'est que si on divise l'enveloppe budgétaire aux organismes, ça revient à peu près à 6 000 par organisme. Ça ne couvre pas beaucoup de services, ça, hein? Non, 6 000 non, effectivement, ça ne couvre pas beaucoup de services. En fait, on chiffre environ le rattrapage qu'on aurait besoin de faire dans les organismes communautaires à environ 2,6 milliards de dollars. Donc, c'est sûr que 6 000 par organisme, c'est pas tout à fait ça. Veux pas, il y a l'inflation aussi à prendre en compte. La hausse des loyers nous touche aussi, la hausse du coût de la vie, l'inflation, tout ça a des gros impacts aussi sur nous. Donc, c'est sûr que le 6 000 on ne fera pas long feu. Là. Bon. J'imagine qu'il y a eu des discussions avec le gouvernement, pas vous personnellement, mais les représentants des organismes. Est-ce qu'on saisit bien l'importance que vous avez dans la communauté? Non, définitivement pas. Puis ça fait partie des revendications, je vous disais, là, la reconnaissance des organismes communautaires. Non, en fait, je pense que le gouvernement ne saisit pas à quel point les organismes communautaires sont un filet social. Donc, c'est sûr que nous, on ferme pendant 2 semaines. C'est pas de gaieté de cœur, justement, parce qu'il y a des gens dans notre clientèle qui sont des gens qui sont isolés. Il y a des gens aussi pour qui le seul filet social au complet, c'est les organismes communautaires. Il y a des gens qui dépendent de ça pour divers services. Je pense que le gouvernement ne réussit pas à mesurer l'ampleur, en fait, de l'importance du communautaire. En fait, depuis que j'ai pris ce poste, il y a plus d'1 an maintenant, je rencontre beaucoup de dirigeants d'organismes communautaires et je saisis à chaque fois
l'importance que vous avez auprès de la population, Ouais. qui sont souvent démunis, Ouais. en manque de ressources. Vous êtes là pour les aider dans le quotidien. Et ça pour moi, ça n'a pas de prix. Non, je suis bien d'accord. Malheureusement, la réalité, c'est qu'il y en a un prix, puis ça serait nos conditions de salaire. Ouais. Nos conditions salariales, en fait, ne sont pas désastreuses. C'est juste parce que si, admettons, on prend les mêmes compétences puis qu'on les transfère dans le réseau public, c'est sûr que ça ne les accote pas du tout. Puis je suis bien d'accord là, que le communautaire a un don de soi. Par contre, le don de soi ne paye pas les factures. Donc, oui, le don de soi, puis c'est sûr que je connais personne qui est au communautaire qui n'aime pas vraiment sa job. Pour faire ce job-là, c'est parce qu'on aime ça, on est passionné, on veut que les gens y aillent bien, on adore ça. Reste qu'il y a quand même un travailleur sur 3 du communautaire qui est obligé d'avoir accès, mettons, aux banques alimentaires, à d'autres organismes, ce qui est un peu contre-instinctif quand tu penses que tu prodigues le service que tu as toi-même besoin. Oui, Là. exact. Je pense que ce que vous souhaitez, dans le fond, c'est la création d'une table de négociation Oui. pour qu'il y ait une discussion entre les organismes communautaires et les représentants du Oui, gouvernement. complètement. Oui. D'être capable aussi, justement, comme vous disiez tantôt, d'amener à leur intention à quel point le communautaire, c'est pas quelque chose qu'on aurait intérêt à perdre au Québec. On est chanceux, on a beaucoup de ressources. Là, on a beaucoup entendu parler du dédoublement là, des missions puis tout ça. Là, je sais que ça se brasse un peu, mais on est chanceux, on a beaucoup de ressources. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui n'ont pas accès à aucune ressource là, d'où ils se trouvent. Fait que je pense que ça serait vraiment une belle opportunité là, de montrer à quel point on est important. Bon, je le mentionnais, ça va se terminer par un grand rassemblement à Québec le 2 avril, mais il y a quand même un rassemblement important pour les organismes du Haut-Richelieu. Oui. Ça va se tenir ce mercredi à Saint-Jean, avec le départ au Parc Laurier. Peut-être nous parler un peu là, de cette journée-là. Oui, bien dans le fond, c'est un gros rassemblement là, qu'on va faire sur le pont pour essayer d'avoir le plus de visibilité possible. Excusez-moi. On va tenir une banderole. Dans le fond, le symbole là, de la grève, c'était le ruban rouge. Donc, on va dérouler là, un grand ruban rouge sur le pont pour faire un peu comme une... tu sais, que ça soit un petit peu flamboyant. On a des pancartes. Il y a une thématique... de mortuaire, là, d'objets mortuaires, pour montrer que malheureusement, ça se peut que le communautaire en vienne à son décès, ce qu'on veut vraiment éviter. Mais oui, puis c'est sûr que c'est organisé pour les organismes communautaires, mais toute la population est invitée à se joindre à nous. Oui, tout à fait. Et pour la Montérégie aussi, je pense qu'il y a un rassemblement à Longueuil ce vendredi, que vous avez probablement qu'il y a des organismes aussi de la région qui vont y participer. Oui. Bon. Donc, vous parlez du sous-financement. Mais il n'y a pas juste ça non plus, parce qu'il y a 3 constats, je pense, que vous avez faits. Évidemment, le manque de financement, mais aussi l'iniquité salariale et la détresse psychologique aussi. Oui. L'iniquité salariale, dans le fond, c'est ce que je vous mentionnais un petit peu tantôt. Mettons, si je prends par exemple moi, si j'allais travailler dans le réseau, mettons dans le CLSC et tout ça, c'est sûr que le salaire ne serait pas du tout équivalent. J'aurais des conditions différentes, j'aurais probablement des conditions quand même intéressantes. Et la détresse psychologique, je pense que c'est vraiment un gros point à aborder. On est épuisé, puis en fait, on est tous épuisés. Tout le monde est fatigué. Veux pas, c'est quand même une charge qui est lourde pour n'importe qui. C'est souvent des gens, il y a des gens qui sont en détresse, il y a des gens qui ont besoin d'aide, puis on veut beaucoup s'investir. Là, on parlait du don de soi tantôt. Mais c'est sûr que ça nous épuise beaucoup. Et malheureusement, nos conditions ne nous permettent pas forcément d'aller chercher des ressources à l'externe. Bon. Je vais vous poser la question parce que ça a été mentionné lors des négociations en santé. Même si on donnait plus d'argent aux gens, ça ne veut pas nécessairement dire que ces gens-là ont le temps de s'occuper des gens. Non. J'ai l'impression que c'est le même constat qu'on peut faire avec vous, même si on améliore vos conditions de travail et vos salaires, mais si on ne vous donne pas de ressources supplémentaires, il n'y a rien qui change, dans le fond. Non, absolument. Puis de la même manière, si on a plus d'argent, on peut engager plus de gens. Avec plus de gens, les tâches sont partagées plus équitablement. Puis ça permet d'enlever des charges là, sur des gens qui sont déjà surchargés. Bon, on en parlait avant l'entrevue. C'est malheureux que vous soyez obligé d'en arriver là. Ouais. Mais il y a 2 constats que je fais. On parle beaucoup de ce mouvement-là depuis à peu près 3-4 jours. Vous avez fait même « tout le monde en parle », ce qui n'est pas rien. Et vous avez aussi l'appui de la population. Et ça, c'est important quand il n'y a pas des négociations, mais des discussions entre un groupe et le gouvernement. C'est plate à dire, mais souvent, le gouvernement va écouter la réaction des gens. Si les gens vont d'un côté, bien, ils vont tenter d'agir pour faire satisfaire la population. Ouais. Donc, dans ce cas-ci, je pense que vous avez l'appui de la population. Oui, ça, c'était vraiment précieux pour nous parce qu'on ne veut pas que le mouvement ait l'air d'une prise d'otage. On ne veut pas non plus qu'on ait l'air de délester toute notre clientèle au profit de conditions salariales.
Donc, le fait que la population comprenne et saisisse l'importance, c'est sûr que pour nous, c'est très précieux. Puis, veut pas, les mandats de grève sont votés par des CA, puis sur les CA des organismes communautaires, il y a des participants. Donc, le fait qu'eux délivrent les mandats de grève en comprenant les implications que ça aurait, pour nous, c'est vraiment déjà une grosse victoire, là. Bon. On va souhaiter qu'il y ait des choses qui débloquent dans 10 jours. Mais si jamais, après ce mouvement de grève-là, les choses ne changent pas, est-ce qu'il y a d'autres moyens de pression qui pourraient être faits un peu plus tard pour justement mettre de la pression sur le gouvernement? Totalement. C'est sûr que pour l'instant, c'est pas encore quelque chose, une option qu'on a discutée. Par contre, ça s'est fait à l'automne, c'est revenu ce printemps. Donc, évidemment, je pense que tant qu'on n'est pas au moins entendu, on va devoir revendiquer. Oui. Bon, on va vous souhaiter bonne chance parce que je pense que c'est un bien, c'est un bien nécessaire d'avoir ces organismes-là et que vous ayez plus de moyens. Je ne parlerai pas juste d'argent, mais que vous ayez plus de moyens pour travailler et aider les gens qui sont dans le besoin parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, il faut le dire. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, Mme Grenier, de nous en parler, puis bonne chance pour vos revendications. Merci. On fait une courte pause et on vient tout de suite après. On reçoit le maire de Saint-Jean, M. Éric Latour. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. Ensemble, nous gardons l'art vivant. À tous les lundis, 18h30, sur les ondes de TVHR. Le temps adepte du bingo, Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Deux dossiers très importants ont fait la manchette à Saint-Jean-sur-Richelieu au cours des derniers jours. On va en parler avec le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, M. Éric Latour. M. Latour, bonjour. Bonjour. D'abord, il y a deux petites choses avant. D'abord, évidemment, là, on vient de parler à la porte-parole du mouvement des organismes communautaires du Haut-Richelieu concernant le mouvement de grève qui se déroule actuellement. Quelle est un peu votre opinion là-dessus, votre position sur les revendications des organismes communautaires? Pour avoir fait beaucoup de reportages et d'entrevues dans mon ancienne vie sur le milieu communautaire, force est de constater que la présence des organismes, c'est le filet social d'une communauté. Quand j'étais journaliste, je m'amusais parfois à poser la question, si demain matin, la Société Saint-Vincent-de-Paul n'existe plus, il arrive quoi? Bien, il arrive qu'on aurait une communauté à feu et à sang avec un chaos. Donc, c'est clair que le communautaire supporte des missions qui sont super importantes. C'est sûr qu'évidemment, leurs revendications sont davantage tournées vers le gouvernement provincial que municipal. Mais je pense que comme maire d'une ville, comme préfet d'une région, on constate évidemment ce que font les organismes. Le financement reste le nerf de la guerre, mais je persiste à croire que c'est quand même pour un gouvernement plus rentable de subventionner le communautaire que de le faire soi-même au gouvernement. Puis ils font bien, évidemment, de le crier haut et fort parce qu'ils ont des revendications qui sont légitimes. Bon. C'était pas prévu, là, mais avez-vous aussi une petite opinion sur le dernier budget d'Éric Girard? Parce que les municipalités ont des attentes, bien sûr, envers les budgets. Qu'est-ce que vous retenez de ça? Je pense qu'il y a dans ce budget-là de bons gestes. En même temps, il y aura un changement de premier ministre dans 2 semaines ou 3 semaines. Il y aura ensuite une élection. Donc, quelle est la survie réelle de ce budget-là? Difficile à dire. C'est clair que dans le milieu municipal, on va beaucoup entendre parler des infrastructures. Ça va être vraiment le mot d'ordre que vous allez entendre dans l'actualité, pas juste à Saint-Jean, mais partout ailleurs, parce qu'à ce rythme-là, les municipalités ne pourront pas maintenir ce que ça coûte entretenir ou développer même de nouvelles infrastructures. C'est ça. Même si on a promis plusieurs milliards supplémentaires, ce ne sera peut-être pas suffisant pour répondre aux besoins des municipalités. Là. Tout à fait. Bon, parfait. Bon, les 2 dossiers que je parlais en début d'émission, c'est bien sûr la création d'un guichet unique pour les entrepreneurs, mais aussi et surtout que la Ville reprend
la gestion de l'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu. Quelle réflexion vous avez faite pour prendre cette décision-là? Parce que c'était NextDev qui gérait le site jusqu'à maintenant. Bien, quand je suis arrivé en poste, j'ai eu plusieurs discussions qui touchent de près ou de loin NextDev. Vous avez vu certains changements. Bon. Je me suis questionné, OK, on a confié la gestion de l'aéroport à NextDev. Qu'est-ce que ça a donné? En fait, le constat est assez clair. La mission première de NextDev, c'est de faire du développement économique. Donc, gérer le développement des futurs terrains industriels, c'est leur mission. Mais gérer un aéroport, ça veut dire communiquer avec NAV Canada, la tour de contrôle, la réglementation, les hangars, les pilotes, les pistes, l'entretien. C'est pas dans la mission de NextDev. Et qu'on le veuille ou non, l'aéroport appartient à la Ville. Et le premier fonctionnaire responsable de l'aéroport, c'est le DG de la Ville. Donc, quand bien même la Ville déléguerait l'opération ou la gestion de l'aéroport, s'il y a un problème, on va se tourner vers le DG de la Ville, qui est la propriétaire de l'aéroport. Puis l'autre chose... Même s'il y a une directrice générale de nommer pour l'aéroport. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Donc, et l'autre affaire, c'est quand le monde se plaigne du bruit, ils vont-tu aller cogner chez NextDev? Ben non, ils vont venir à l'hôtel de ville. Donc, on tourne en rond. NextDev a quand même fait un travail préparatoire intéressant sur le plan d'affaires, l'avenir, mais on est dans le développement économique. Moi, je parle de gérer les pistes, gérer les pilotes, la réglementation, la tour de contrôle. C'est pas dans la mission de NextDev. Donc, on a dit, regardez, on oublie ça, on oublie le projet. C'était pour moi une fausse bonne idée. On ramène l'opération à la Ville. De toute façon, l'aéroport nous appartient. Et ça va être un intermédiaire de moins dans ce qu'on veut faire avec l'aéroport. Mais est-ce que c'est une décision qui vient de la Ville ou c'est NextDev qui a demandé? Non, ça vient de la Ville. OK. C'est une demande de la Ville. Parce que NextDev, en tout cas, n'avait pas signifié qu'il y avait un problème au niveau de la gestion de l'aéroport. Pas du tout. OK. Et c'est pas un désaveu non plus avant le travail Non. de NextDev. Puis d'ailleurs, la personne qui était la gestionnaire de l'aéroport, Émilie Ouellette, d'ailleurs, ça va passer demain au Conseil. À partir du 1er avril, elle sera une employée de la Ville. Elle est super compétente, très appréciée, mais là, il y a un intermédiaire de moins. Elle va gérer directement, elle va relever directement de la Ville. C'est ça. Parce qu'au moment de l'entrevue, donc, le Conseil de Ville est ce soir. Donc, la gestion de l'aéroport sera adoptée en résolution ce soir à l'Hôtel de Ville. Et l'aéroport va relever d'un nouveau service, qui est le service du transport et de la mobilité. Oui, c'était ma prochaine question, parce que ça amène donc la création de ce service-là qui n'existait pas à Saint-Jean. Peut-être résumer un peu, parler du bienfait de ce service-là. Autre constat que j'ai pu faire à mon arrivée, c'est que le département, le service des infrastructures, est notre plus gros département. Il y a beaucoup de monde en dessous, notamment le transport. Le transport est devenu quelque chose d'hyper important dans notre présentement et pour l'avenir. Quand on dit le transport, c'est le transport collectif, c'est le transport adapté, c'est la mobilité durable, c'est les passerelles, les piétons, les vélos et l'aéroport qui s'ajoute en plus. Donc, on a pris la décision de créer un service du transport et de la mobilité parce que, justement, c'est trop important pour l'avenir de notre ville. Et ça va un peu, permettez-moi l'anglicisme, un peu déloader notre département d'infrastructure qui en a plein les bottines. D'ailleurs, on voit de magnifiques travaux derrière nous ici. Oui. D'ailleurs, durant toute la semaine, vous allez entendre un bruit de fond lors des entrevues. Ne vous en faites pas, c'est à cause des chantiers actuellement dans le centre-ville. Mais il ne faut pas oublier qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Non. Ça va être un peu pénible, je l'admets, mais quand ça va être fini dans 1 an ou 2, on va dire « Hey, c'est donc bien beau ». C'est ça, mais je reçois Mme Dufresne demain pour nous en parler. On verra ce qu'elle en pense et surtout nous parler des échéanciers de ces travaux-là. Mais comme vous le mentionnez, c'est nécessaire de toute façon. Il ne faut juste pas que les commerçants soient trop impactés, mais bon... Non, puis invitons les gens à, malgré les trucs, là, malgré les empêchements, là, continuer d'aller consommer dans vos commerces locaux, s'il vous plaît. Parfait. Bon. Là, ça m'amène à l'autre sujet, qui est la création d'un guichet unique pour les entrepreneurs. Donc, c'est un peu l'union, en fait, de NextDev et de la division économique qu'il y avait à la Ville de Saint-Jean, c'est ça? En fait, c'est que depuis plus de 30 ans, moi, j'entendais dans la sphère publique cette volonté d'avoir un guichet unique. Mais pour faire ça, il faut que tout le monde travaille dans la même direction. Il y a plusieurs organismes qui font du développement économique, il y a la Ville et tout ça. Bon.
Au cours des dernières années, une décision a été prise de former la Maison de l'économie, qui est ici au centre de la rue Richelieu. D'ailleurs, les gens ont déménagé. Là-dedans, il y a NextDev, évidemment. Il y a le Centre d'aide aux entreprises. Et il devait y avoir aussi la division du développement économique de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Très naïvement, j'ai posé la question à mon arrivée en poste. J'ai dit, ils vont tous travailler dans le même building, mais c'est quoi l'avantage? Partager des espaces, un peu du coworking. Là, il y a une salle de conférence, on se partage des espaces. Peut-être un jour se partager des ressources, à voir. Je dis, OK, mais c'est quoi l'autre bénéfice? Ils vont prendre leur café à la même machine le matin. OK, mais encore. Et le constat aussi que j'ai fait, c'est qu'il y avait malheureusement beaucoup de duplication. Pour un entrepreneur qui a un projet, là, il se dit, ça, c'est-tu NextDev ou c'est la ville? Je m'en vais chez NextDev. Non, il faut que j'aille à la ville. Mais là, la ville me dit non, qu'il faut que j'aille chez NextDev. C'était un peu compliqué, très honnêtement, surtout pour la partie du développement industriel, ce que faisait déjà NextDev, mais il y avait quand même une partie ville là-dedans. En même temps, NextDev, c'est notre développement économique. Pourquoi NextDev ne ferait que de l'industriel? Pourquoi NextDev ne serait pas capable de faire du commercial? Tu comprends? On en est arrivé à cette conclusion-là de un peu changer notre division qu'on avait, nous, à l'interne à la ville, pour prendre 3 de nos 6 employés et de les affecter sous NextDev pour faire du développement commercial. C'est des employés qui travaillaient pour le service de développement et ces gens-là vont continuer de travailler pour la ville. Là. Ce sont des employés de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais qui sont affectés à NextDev. Et NextDev, actuellement, est en train de revoir son organigramme. Vous allez le voir probablement au mois d'avril. Il y aura une assemblée générale annuelle de NextDev. Le nouveau directeur général, Antoine de Tillier, aura proposé une nouvelle structure organisationnelle. Ouais. Bref, tout ça va un peu s'attacher au cours du mois d'avril pour avoir enfin, je dis bien, la meilleure structure de développement économique, industriel et commercial que la ville et la région n'auront jamais connue. En fait, les entrepreneurs auront plus de personnes et de ressources pour les aider justement dans leurs projets et leurs idées, c'est ça? Oui, parce que, oui, guichet unique, mais surtout, il faut accompagner nos entrepreneurs. On ne peut pas dire, je t'imprime 3-4 papiers puis arrange-toi avec tes troubles avec ça. Non, non, et ça prend de l'accompagnement. Et ça, NextDev, là-dessus, sont vraiment excellents. Ils le font très bien en industriel, mais moi, je souhaite que l'expertise d'accompagnement qu'a développé NextDev se retrouve au niveau du commercial pour la ville. Bon. Est-ce que ça va arriver aussi à la recherche d'investisseurs et de commerce ou d'industrie qui veulent s'installer ici en ayant une seule et même ressource? Bien, ça va amener aussi NextDev et son nouveau directeur général à avoir une meilleure vue d'ensemble. Parce que des fois, tu dis, ce terrain-là, il est industriel, mais serait-tu mieux commercial ou vice-versa? On a un enjeu, on manque de locaux, de tel ou tel. Tu comprends? Donc, ça va être beaucoup plus facile pour la direction de NextDev d'avoir vraiment une vue globale des enjeux de développement économique, qu'ils soient industriels ou commercial. Et même un peu de... Tu sais, puis on n'en parle pas parce que c'est pas ça qu'ils font de l'habitation, mais en même temps, si on veut plus d'industrie, ça va prendre plus de maisons pour loger le monde aussi. Donc, il faut... Puis là, on va adopter, nous, un nouveau plan d'urbanisme à la ville avant la fin de l'année, schéma d'aménagement à la MRC l'année suivante. Il va falloir qu'on se dote d'une réelle vision de développement de la ville. Pas juste commercial ou industriel, mais développement tout court. Et ça, d'ailleurs, j'aurai l'occasion d'en parler à mon discours devant la Chambre de commerce le jeudi 23 avril. Bon, bien parfait. Donc, ça sera un rendez-vous. Vous parliez donc on va parler industriel, mais de logement également, c'est important. Il y a des projets. J'ai reçu M. David Léon là, pour le projet de Saint-Noël-Chapelle. Il y a d'autres projets aussi. Comment vous voyez la situation actuellement? Là? Est-ce que c'est plus positif que depuis votre arrivée à la mairie, là, les projets de logement à Saint-Jean-sur-Richelieu? D'ailleurs, à la séance du conseil municipal du mardi 24 mars, on va adopter des règlements d'emprunt en lien avec le développement du domaine Latour, ce que vous avez peut-être parlé avec le conseiller Louis Boucher dans Saint-Eugène. Un seul mot, enfin. Ça fait des années qu'on attend ce développement-là. On a mis beaucoup de pression pour arriver à livrer ce projet-là cette année. Pas dans... Tu sais, moi, je ne voulais pas qu'on repousse ça d'une autre année, là. Il y a un projet de 300 maisons qui s'en va là. On en a besoin. Donc, enfin, ça va voir le jour. Puis, il y a d'autres projets aussi qui vont voir le jour dans la ville. La vue du moratoire, en fait, aide probablement à l'arrivée de ce projet-là? Bien, en fait, si on prend le moratoire qui touchait principalement le quartier Saint-Eugène, donc la station de pompage Saint-Maurice, bien, ça nous empêchait de faire relever, disons,
pas loin de 700 à 800 nouvelles portes là, dans le sud de la ville. Là. Des terrains qu'on a, là, qui sont, bien, pas la ville, mais je veux dire, des terrains disponibles pour de l'habitation. On parle d'une crise du logement. On a des terrains, mais malheureusement, la prévision pour la tuyauterie, je suis désolé, on a pris du retard. Là. On a été obligé d'imposer un moratoire qui était malheureusement nécessaire. Mais si on avait un peu mieux prévu, on aurait pu se passer du moratoire et construire plus rapidement, puis on n'aurait pas été dans la crise du logement qu'on a vécu dans les 5 dernières années. Bon, mais est-ce qu'il y a d'autres projets? Là? Bon, est-ce que vous y croyez au projet de Saint-Noël-Chabanel? Ah, tout à fait. Puis je pense aussi qu'on va devoir avoir un préjugé, disons, favorable à la densification, premièrement, et à la requalification dans les vieux quartiers. L'exemple de Saint-Noël-Chabanel à Iberville est un bon exemple. Là. Donc, il va falloir qu'on s'enligne dans cette vision-là. Tu sais, je l'ai dit un petit peu en campagne électorale, puis que ce soit dans le vieux Saint-Jean, vieux Iberville ou ailleurs dans la ville, il va falloir que les gens s'habituent à avoir des bâtiments en hauteur. On s'en va par là, là. C'est indéniable. Je veux dire, l'aménagement du territoire, puis j'en parlais avec mes collègues maires des autres villes, on est tous dans le même bateau, là. Les terrains, il n'y en a plus tant que ça, mais la pression démographique, elle est là. Les prévisions de l'Institut de la statistique d'ici 2050 prévoient un accroissement de la population à Montérégie de l'ordre de 22,4 C'est 20 000 personnes de plus à Saint-Jean. Il va falloir les loger à quelque part. Hein? Et voilà. M. Latour, j'aimerais vous remercier de votre présence parce que je sais que vous avez déplacé un important rendez-vous pour répondre à mes questions et informer la population. Vous remercierez la mairesse de Chambly que je suis allé rencontrer à son hôtel de ville tantôt. Donc, c'est grâce à Alexandra Labbé qu'on a pu faire un changement d'horaire. Et la connaissant, elle ne m'en voudra pas, j'en suis persuadé. M. Latour, merci beaucoup. Et puis, au plaisir de parler de d'autres importants dossiers au cours des prochaines semaines. Et ça viendra. Oui, je n'en doute pas. Merci beaucoup. Voilà, ça complète cette édition de la Tribune TVHR. Merci beaucoup d'avoir été là, mesdames et messieurs. Au revoir, à la prochaine.